Mon enfance, une vie classique, on va dire, enfin classique, et en même temps un peu atypique avec ma mère et ma grand-mère. Donc 3 générations dans un même appartement. Quand je suis née, moi, ma mère était en dépression. C'est ma grand-mère qui a pris le relais directement après ma naissance. Donc c'est ma grand-mère maternelle, hein, ma mémé, qui m'a tout appris, enfin qui m'a appris à aimer, tout ça, les fondamentaux de la vie. Ma mère, voilà, était pas bien, elle prenait des cachets, tout ça. En grandissant, donc vers mes 3 ans et demi, 4 ans, je la voyais beaucoup dormir en fait. Elle était dans le salon, elle dormait beaucoup, sûrement assommée par les cachets et par aussi beaucoup de souffrance qui lui appartient, hein, voilà, de son passé à elle. Et donc ma grand-mère continuait de s'occuper de moi. On essayait un peu de faire venir ma mère vers nous, vers moi, pour qu'on ait une vie de famille, mais c'était assez compliqué. Et à partir d'à peu près mes 5 ans, j'ai commencé à avoir de la colère de ma mère vis-à-vis de moi. Cette colère, elle allait se manifester en fait par de longs traitements par le silence. J'ai jamais su en fait déterminer qu'est-ce qui provoquait ces périodes de silence. Quand j'étais petite, j'allais beaucoup vers elle. Je me faisais remballer. Après, ça a été différent. Ça va crescendo en fait avec mon âge, on va dire, ça va crescendo la violence. Il y a un climat anxiogène à la maison et en fait beaucoup d'insultes. Et ça c'est quelque chose que je vais très mal vivre parce que je comprends pas. Et pareil, je trouve toujours pas ce qui provoque ça. Alors je suis pas l'enfant parfaite, hein. Je fais pas de bêtises particulières pour expliquer ça. Il n'y a pas de problème à l'école, il y a un non-sens et il y a des insultes qui sont des insultes qu'on peut entendre dans des disputes, je sais pas moi, de couple, mais vraiment où il y a de la haine en fait qui prédomine. Là, c'est quelque chose qui va me commencer un peu à me tuer de l'intérieur. Donc moi, je vais à l'école un jour, j'étais en CE2 à ce moment-là. J'étais en pleurs, quoi, parce que la veille, c'était comme ça, le matin, c'était comme ça. Je voulais parler à la maîtresse, moi qui étais très proche en fait des maîtresses. Je recherchais ce contact avec les adultes qui étaient censés, qui étaient quelque chose de rassurant en fait pour moi. Et donc là, cette maîtresse de CE2, je vais la voir. Je lui dis, ben voilà, ma maman, elle m'a insultée. Et elle me demande exactement ce qui s'est passé, tout ça, je lui raconte. Et bon, elle me dit, si ça se reproduit, tu m'en reparles. Le lendemain, je retourne lui en parler. Et après ça, en fait, il y avait les vacances de février, donc vacances d'hiver, je devais aller chez mon père. Donc j'y vais, et en revenant, je rentre chez ma mère. Ma mère me dit, voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai rencontré quelqu'un. La mauvaise, c'est que j'ai reçu un courrier. Tu vas vivre chez des étrangers. Ma mère a été convoquée par une assistante sociale ou des assistantes sociales, je ne sais pas, en lui disant, voilà, vous êtes une mère maltraitante. Le problème, entre guillemets, c'est que quand ma mère a été convoquée par les services sociaux, ma mère répond tout simplement, oui, totalement, je traite ma fille de pute. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Où est le problème? J'ai besoin de m'exprimer. De toute façon, je suis à cran, je suis fatiguée, donc oui, si je la traite de pute, de salope, c'est comme ça. Donc ça, des travailleurs sociaux qui entendent ça, à partir de là, en fait, ça prend une ampleur. Je pense que dans la communication, on aurait pu éviter peut-être d'en arriver là. Petit à petit, en fait, je rencontre la personne qui va me garder, en fait, m'héberger chez elle et s'occuper de moi. Donc c'est une famille, hein. C'est une famille avec deux enfants, 2 garçons. Et à partir de là, en fait, elle va me traiter comme une enfant. Et moi, à ce moment-là, je vais me dire, mais elle croit peut-être que je suis atteinte d'un handicap. Je vais vraiment pas comprendre. Et au final, en fait, je vais me rendre compte que c'est agréable parce que c'est agréable d'être traitée comme une enfant. Et c'est là que je me rends compte le décalage qu'il y a avec ma mère et la vie à la maison. À cet âge-là, je sais que ma mère s'appuyait beaucoup sur moi. Elle attendait que je rentre de l'école pour qu'on aille en ville, on allait au café toutes les deux. On y passait de très bons moments, des fois de très mauvais aussi. Mais elle se confiait beaucoup en fait sur tout ce qui lui faisait du mal, tout ce qui lui avait fait du mal dans son passé. En fait, j'avais l'impression qu'elle avait besoin de moi et j'avais l'impression que sans moi, elle mourrait. Elle parlait souvent de suicide. Et ça, pendant mon premier placement, ça a été quelque chose qui revenait beaucoup. J'avais accès moi au téléphone fixe et ma mère, une fois, un soir, m'a dit à cause de ce que tu as fait, je vais me suicider et tu n'auras plus de maman. Cette peur, elle m'a jamais quittée, elle m'a quittée récemment. Je me suis rendu compte après que, en fait, bon, ça allait plutôt bien pour elle. En fait, c'était plus pour moi que ça allait pas. Moi, dans cette famille, on me demandait rien. Voilà, j'avais qu'à mettre les pieds sous la table, j'avais à manger. À la maison, c'était pas comme ça du tout. C'était ma grand-mère qui faisait à manger quand elle le pouvait au début de sa vie, parce que quand je suis née, elle avait déjà 70 ans. Elle l'a fait jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se lever. Je ne savais pas ce que c'était de vivre sans problème, donc j'acceptais pas cette espèce de tranquillité et cette espèce de vie d'enfant, parce que j'avais trop l'habitude du monde des adultes. Mais je réagissais pas mal, c'est-à-dire que j'allais pas me montrer vindicative ou vraiment infernale, non. Mais par contre, j'allais être très fermée. Je voulais pas trahir ma mère en étant trop proche d'eux. Donc il fallait que j'accepte certaines choses,
parce que j'étais obligée. Et à la fois, je m'interdisais d'autres choses. Moi, j'ai toujours eu du goûter, par exemple, de la part de ma mère pour l'école, tout ça. Là, cette famille qui avait un peu plus les moyens me mettait du goûter, des choses de marque, des choses comme ça. Donc j'avais dans un petit plastique tout bien fait. Nous, c'était un peu à l'arrache à la maison, c'était comme ça. Hein, c'était comme ça qu'on vivait. Et puis voilà. Moi, j'étais pas malheureuse. Hein. Je veux dire, matériellement, tout ça, je manquais de rien. Et je me disais, si je le consomme, ce goûter, je trahis ma mère. Donc, dans la récré, je faisais la distribution. Et à partir de là, je me rappelle d'un jour où j'étais seule dans la cour. Je me suis dit, là c'est fini. Là, il y a quelque chose qui... En fait, j'étais passée dans un autre monde, quoi. C'était fini pour moi, la vie d'enfant. Il y avait une innocence qui partait. Et il y avait, je sais pas, une part de solitude qui entrait en moi vraiment et qui m'a pas lâchée, pour le coup. À ce moment-là, j'ai réalisé en fait que le monde des adultes, ça pouvait être un monde dangereux. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais en fait le pantin de tous ces adultes qui dysfonctionnaient. Je parle là de ma mère, de l'autre partie, mon père, tout ça. J'étais pas heureuse. Je pensais beaucoup à partir de la famille d'accueil. Par la fenêtre, ils habitaient une maison, il y avait l'autoroute à traverser, je pensais partir. Mais je me disais, si je le fais, en fait, moi, la famille d'accueil m'avait offert un calendrier et je cochais les jours. Et je me disais, si je le fais, si je faisais ça, j'allais être emmenée ailleurs et éloignée encore plus de ma mère, éloignée de mon école. Et moi, le plus important, c'était que je reste scolarisée dans la même école. Et en même temps, j'avais une énorme part de moi qui avait totalement perdu confiance et foi vis-à-vis des adultes. Donc à partir de là, j'ai compris que j'étais moi-même une adulte. Au moment où je suis rentrée, il y a eu une accalmie, jusqu'à un jour précis. Je me rappelle que ma mère dit, de toute façon, voilà, elle n'a pas changé, hein, toujours la même. J'ai pas compris, encore une fois, mais peut-être que j'ai effectivement dit quelque chose. Ça a été le début d'une nouvelle ère chez ma mère, bien plus costaud que la précédente. En fait, ma mère avait une phrase qu'elle répétait beaucoup. C'était à 18 ans, de toute façon, le contrat s'arrête. C'était cette phrase, je l'ai entendue toute ma vie, parce que c'était son devoir de s'occuper de moi. Alors qu'elle savait très bien qu'elle avait d'autres alternatives. Si elle avait voulu que je sois encore placée, il y avait qu'un coup de téléphone à passer et c'était fait. Hein. Et je comprends pas si c'était si terrible pour elle de m'avoir là au milieu. Mais à partir de là, je dirais environ mes 12 ans jusqu'à mes 15-16 ans, là, ça a été la période dure. Ouais. Ça a été vraiment la période dure. Je gardais tout en moi et j'avais de grosses crises d'angoisse, des choses, mais vraiment, c'était de la terreur, quoi. Mais alors qu'il se passait rien hein, sur le moment, hein. C'était jamais sur le moment, en fait. C'était soit après coup, soit à un moment où je m'y attendais le moins, en fait. Et beaucoup de tocs aussi, beaucoup de tocs plus absurdes les uns que les autres, parce que je me disais, voilà, si je touche 10 fois cet objet, ça va aller avec ma mère, ça va tout réparer, et elle va pas se suicider, et tout va bien se passer. Donc ça a pris une ampleur où ça se voyait à l'école, ça se voyait, enfin voilà. Et en même temps, en fait, il y avait donc la violence qui a pris une autre forme. En fait, la vie avec ma mère avait toujours été par cycle, par phase. C'était pendant à peu près une semaine, 10 jours grand max. C'était je t'aime, t'es la chair de ma chair, le sang de mon sang, ce qu'elle me répétait tout le temps. Je peux pas vivre sans toi, tout ça. Et donc à partir de là, on était collés, fusionnels. Et là, elle se livrait beaucoup à moi. Enfin voilà, comme toujours. J'étais sa meilleure amie. Pour moi, c'était ma maman, par contre. Et il y a un moment toujours où ça foirait en fait. Quand je l'ai confrontée assez récemment. Au pourquoi du comment, elle a éclaté en pleurs et elle m'a dit qu'il fallait que j'arrête de la torturer avec ça parce que de toute façon j'aurais jamais de réponse. Et en fait ce moment-là, cette phase-là se dénouait, c'était assez ritualisé. En fait il fallait que j'aille m'asseoir sur un fauteuil qui était à côté du lit sur lequel elle dormait. J'attendais qu'elle parle. Elle commençait à parler, parfois ça mettait beaucoup de temps, beaucoup de reproches sur le fait qu'en fait j'étais coupable d'absolument tout dans sa vie. Et la conclusion, c'était, puisque de toute façon, tu es coupable de tout dans ma vie et que tu dis m'aimer tant que ça, la seule manière de réparer ce que tu as fait, c'est de te supprimer. Quand elle m'a dit ça la première fois, j'ai cru avoir mal entendu. Et en fait, après, c'est devenu habituel d'entendre ça. La petite graine ayant été mise dans mon esprit, j'ai fini par y croire, en fait. Elle voulait que j'aie une réaction. Et n'ayant pas de réaction, je sentais le moment arriver, en fait, où ça allait
Ça allait vriller. Quand elle se mettait à serrer les dents et que je voyais l'os de sa mâchoire sortir, là je me disais on va passer à l'étape supérieure. Comme elle avait les ongles longs, quand elle me prenait le visage, j'avais la marque de ses ongles, en fait je saignais quoi. Donc voilà, il y a eu un soir où elle s'en voulait tellement qu'elle pleurait beaucoup, elle s'était scarifiée très légèrement, mais elle l'avait fait parce que moi c'est ce que je faisais en fait en réponse à tous ces mots durs que je recevais en fait, c'était ce que je faisais. J'allais dans ma chambre, j'étais remplie de colère, de rage, de plein de choses en fait que je pouvais pas exprimer face à tout ça, face à elle. Et donc ma manière à moi d'exprimer ça, c'était bon voilà, c'était en me scarifiant, en me faisant du mal, ouais. On s'était donné une excuse à dire au collège si jamais on me posait une question, voilà, pour pas qu'il y ait de signal de nouveau. Donc je la rassurais en lui disant que c'était pas grave, de toute façon que j'avais pas mal. Moi j'avais peur qu'elle se fasse du mal en fait. Moi j'ai commencé à aller de plus en plus mal. J'ai pris les cachets de ma mère en fait. Il y avait une copine qui avait testé des cachets. Ce jour-là je prends, sauf que je prends les mauvais. En cours de maths je les prends. Juste après j'avais sport, on avait course d'orientation. Après c'est assez flou. Je sais qu'il y a une voiture qui est venue me chercher, qui m'a emmenée à l'infirmerie, les pompiers qui sont arrivés. Et en fait c'est arrivé à l'hôpital que j'ai commencé à comprendre un petit peu. Ma mère répondait pas, donc ça a mis l'après-midi. En fait elle a fini par répondre à mon amie qui était là avec moi. Bon, elle était très en colère, elle est venue parce qu'elle était obligée vu que j'étais mineure. Donc ma mère est arrivée, on a été prises toutes les deux dans un bureau et ça a été l'infirmière de l'hôpital qui pose la question à ma mère qui dit alors qu'est-ce qui se passe à la maison, est-ce qu'il y a des choses qui se passent mal, tout ça. Et là ma mère qui lâche tout en fait. Qui lâche tout sur les insultes, sur tout ce qui se passe. L'infirmière le reprend en lui disant vous savez ce que c'est une pute, enfin. Et vous savez que vous pouvez pas dire des choses comme ça. Et là, ma mère dit non mais je sais très bien ce que c'est, mais moi c'est comme ça quand je dis les choses, c'est comme ça. J'ai besoin d'exprimer ma colère. Enfin, voilà. Il y a ce passage-là où je reste une semaine environ à l'hôpital. Et finalement, bon, ils ont rien trouvé. Ils avaient besoin de la chambre. Alors évidemment, je suis partie. Je suis retournée chez ma mère à ce moment-là. Donc ça a été voilà le début de l'addiction. Vraiment les tout petits prémices, hein, vraiment. Au début, c'était ponctuel. Quand j'ai eu mon bac et quand j'ai commencé mes études, la prépa, c'est devenu vraiment quotidien et je me rendais pas tellement compte du danger. Et puis en même temps, si, c'était assez complexe, il y avait beaucoup de paradoxes. Ça n'a pas forcément pris fin. Mais en tout cas, le fait de prendre de manière frénétique comme ça et des doses qui dépassaient bien sûr de loin la norme, ça c'est passé, ouais. Donc en 2018, je suis dans un foyer sur Aix-en-Provence, là où je fais mes études. Et en fait, un soir, on nous propose d'aller voir le film à voix haute. Donc c'était le film qui retraçait le parcours du gagnant de la première saison d'Eloquentia Paris. Et à l'issue de ce film, on nous propose de nous inscrire. Donc moi, en fait, j'étais vraiment dans ma période Yes Life. Voilà, je disais oui à tout, je voulais tout tenter. Je vais à tous les rendez-vous, je rate rien. Et là, en fait, la première fois, j'écris un texte. Donc c'est un sujet sous forme de question. Et en fait, c'est la première fois donc, devant un jury d'avocats et de journalistes. Et je me rends compte que je peux émouvoir. Et donc, pour moi, c'est magique. Donc, je passe le premier tour, c'est bon, j'ai accès au deuxième. Et en fait, c'est comme ça à chaque fois et je peux émouvoir. Et à chaque fois, les gens sont vraiment touchés, quoi. Je vois que c'est pas du cinoche, quoi. Et moi, je me dis, bon, c'est peut-être un coup de chance, mais en tout cas, c'est magique. Et donc, je continue comme ça jusqu'en demi-finale, où là, je perds. Mais bon, ça a été une expérience formidable où je me rends compte que je sais écrire et je sais toucher par l'écriture. Donc, ça commence comme ça. Après ça, moi, je vais toujours être tentée d'écrire. De toute façon, j'ai toujours voulu m'exprimer. Donc, en fait, pendant le confinement, je commence à écrire des textes donc, sur Facebook pour garder le lien avec les autres. Donc, je me mets à écrire sur Facebook comme ça ces textes, donc 55 textes, republiés sur la page d'Eloquentia à Marseille, donc le concours que j'avais fait. Et donc en fait, ça m'apporte une visibilité. Et puis je vois aussi que des personnes qui ne me connaissent pas peuvent comprendre cet humour un peu qui frise l'absurde. Et donc au bout de 3 jours, je me dis ce sera un livre. Voilà, ce sera un livre parce que ça marche bien et je le vois bien en livre, donc ça marchera dans tous les cas. Je sais pas du tout comment je m'y prendrai, mais voilà, j'envoie ça à une maison d'édition, je tape maison d'édition. Tout simple. Et quelques semaines après, j'ai un retour j'ai une dame qui m'appelle au téléphone pour me dire que ça lui a beaucoup plu, qu'elle a beaucoup ri et que voilà, donc qu'elle accepte de méditer. Pour moi, déjà, il était évident qu'il me fallait un moyen d'expression pour transcender tout ça en fait. Il fallait que ça se transforme, il fallait que ça devienne autre chose. Et donc il y a l'écriture qui m'est tombée dessus. Clairement, j'ai pas vraiment recherché l'écriture, ça m'est tombé dessus. Pour moi, ça m'a choisi, donc c'était comme ça. C'était à moi ensuite d'apprendre à dompter un peu ce don, quoi, et à pas me laisser totalement posséder par ça, parce que j'ai eu une petite phase aussi de relation toxique avec l'écriture. C'est une nécessité pour moi, oui. Par l'écriture, on peut
On peut soigner plein de choses, on peut faire exister des choses qui n'existent pas. Enfin, il y a une part de magie qui est énorme. Moi, dans les lettres à maman que je suis en train d'écrire, je m'adresse à l'illusion de ma mère, c'est-à-dire l'idée de la maman que j'ai, qui malheureusement n'existe pas aujourd'hui. Hein. Donc je m'adresse à elle de cette manière-là, en fait, comme une jeune fille aimerait appeler sa mère et lui dire voilà, il m'est arrivé ça, j'ai envie de te le partager, les choses de la vie, quoi. Je n'ai pas de famille, on va dire, pour me confier, et puis une maman, c'est important, quoi, quand on est une fille aussi, pour se confier. Donc bon, bah, ça passe par l'écriture. Ça passe par l'écriture quand je suis en colère, quand je suis parfois même contre elle. Hein. Toutes les lettres sont très différentes. C'est en fait, je construis une relation qui est saine, que j'aurais voulu peut-être avoir. Voilà, on n'a pas les parents qu'on veut, ça, il n'y a pas de souci sur ça. Je vais insister sur le fait que voilà, ma mère, elle n'est pas condamnée, hein. Il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là. C'est que parfois la souffrance, elle est si forte que les personnes ferment leur cœur à l'amour, ferment leur cœur à tout. J'explique aussi dans une lettre, mais je comprends. Je comprends totalement tout ce qui s'est passé. Après, à moi de voir si j'excuse ou pas. Alors moi, je suis pas du genre à être dans la vengeance et de toute façon, vivre en lui en voulant, ça va juste me laisser coincer et m'empêcher d'avancer. Donc non, je lui en veux pas. Et puis voilà, donc il n'y a pas de condamnation non plus. Après, oui, je suis quand même d'accord qu'il y a des choses qui sont difficiles à accepter. Par exemple, les incitations au suicide, ça, ma mère m'a dit, c'est la seule chose sur laquelle elle s'est vraiment exprimée, qu'elle s'en voudrait toute sa vie. Et je pense qu'il va me falloir pas mal de thérapie pour m'en détacher. Mais bon, voilà, après, il y a de procès qui est fait à personne. On le sent dans les lettres que j'écris, donc je peux vous lire une lettre, peut-être. Lettre à maman. Je vais raconter un peu de toi pour raconter beaucoup de moi. Et de toute façon, j'en ai envie. J'ai passé ma vie à te protéger, à minimiser, à transformer. Là, tu sais, tout va exister une seconde fois. Ça va faire mal, mais ça passera. On a l'habitude toutes les deux. Avant, j'aurais eu peur que tu ne te tues en me voyant ainsi te décrire d'une façon que tu n'aimes pas. Aujourd'hui, je suis sans crainte. Ton amour pour toi n'a pas de borne. Je ne serais pas étonnée que tu en caches même une certaine flatterie. Maman, pourquoi tu ne te rends pas compte, tu ne comprends pas que je suis juste à côté de toi. Tu m'as envoyé ce mot. Bonne fête à toi et tous ceux qui t'entourent. Je me demande quelle image de moi tu as bien pu te construire dans ta tête et peut-être que tu te demandes la même chose à mon sujet. Je dirai à la caméra que tu n'as jamais voulu qu'on t'aime. Je ne lui dirai pas pour les câlins repoussés, les inconnus se mettraient à s'acharner. Mais j'en rêve d'un câlin de toi. Toute cette douleur pour finir toutes les deux dans le même caveau avec Mémé et les abuelos. Et voilà. La fin, on la connaît. Si les choses ne te convenaient pas, tu bougerais. Les femmes de la famille ne se laissent pas baigner dans leur jus. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu jusqu'à me perdre moi-même. Et toi, tu me sembles être l'exception. Tu es l'immobilisme même et tu fais se confondre la vie avec la mort. Je ne veux pas croire ce qui va suivre, mais la vue de toi traversant le monde sans y prendre part a distillé au fond de ma gorge une amertume qui s'est métastasée en cancer de la vie. C'est à ta vie que j'ai mal. C'est de ta vie qu'il faut m'amputer. Quand je lui dis qu'elle veut pas être aimée, c'est l'impression que j'en ai. Oui, peut-être que je me trompe, mais moi, c'est l'impression que j'en ai. Ma mère, j'ai l'impression qu'elle a toujours refusé mon amour et je suis persuadée qu'elle dirait la même chose, que j'ai toujours refusé son amour. C'est comme ça, en fait. Pour moi, ça restera incompréhensible. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est important pour moi dans la construction de l'identité. Quand on est petit et qu'on entend des choses comme ça ou qu'on subit des choses comme ça, dans la construction de soi, même dans la vision de l'altérité, dans la relation à l'autre, ça devient compliqué. Et à cet âge-là, bon, là, je commence déjà à prendre un peu de la graine et quand même à 26 ans à prendre du recul, déjà à faire un deuil, faire le deuil d'une personne vivante. C'est quelque chose qui est immensément difficile, parce que c'est mettre au placard un amour qui est toujours là, en fait. Il y a beaucoup de deuil à faire, en fait. Il y a le deuil de l'image qu'on a façonnée de nous étant enfants. Ça, il faut le déconstruire, parce que c'est pas vrai. Je suis pas responsable de tout. Je suis pas une personne... je veux dire, j'ai le droit de vivre. Je dois pas m'enlever la vie. Je dois pas... Voilà, mais tout ça, c'est des choses qui sont difficiles, mine de rien. Même avec toute la volonté et la force du monde, j'ai énormément de volonté, mais
Une fois, comme je vous ai dit, que la petite graine a été mise dans l'esprit, et surtout par une personne aussi importante qu'une maman, quand on se construit en fait avec tout ça dans la tête, c'est difficile quand il y a une épreuve par exemple dans la vie de se dire je vaux le coup, c'est pas grave, ou reconnaître quand une personne nous fait du mal. C'est plein de choses en fait à déconstruire dans une période où justement il y a tout à construire. Donc c'est pas facile, voilà. Mais bon, voilà, ça c'est des choses, il y a plus grave, il y a plus, voilà, mais ça n'enlève pas que ça fait souffrir et que ça reste quelque chose qui est difficile et qui restera, je pense, toute ma vie. Ça, c'est quelque chose aussi à accepter. Beaucoup de choses à accepter. L'absence de la personne. Quand on se pose des questions, parfois, qu'est-ce que je serais si j'avais pas entendu tout ça, si je m'étais pas construite sur ces bases-là. Mais bon, voilà, après, on va pas... je me le dis à moi-même, je me dis, je vais pas me torturer l'esprit avec tout ça, je dois avancer. Et puis je prends l'écriture... avec moi et je me dis voilà, c'est ça qui va me sauver. Je partage mes textes audio aussi sur les réseaux. Je les mets en audio parce que bon, je remarque que les jeunes, enfin, bon, il y a beaucoup de gens qui lisent de moins en moins, qui s'attardent de moins en moins sur les contenus. Je peux comprendre, hein, je peux faire pareil. Mais en tout cas, le format audio marche plutôt bien. Donc je mets en version en format audio mes textes, avec aussi des montages, des images d'archives qui collent plutôt bien. Enfin voilà, je fais des petits montages comme ça à mon petit niveau. Pour toucher les gens, en fait, tout simplement. Je parle pas toujours de ma mère, hein. Au-delà de la relation avec ma mère qui a été ce qu'elle a été, j'ai une personnalité qui est... je suis très sensible, donc c'est ce qui fait que ça a sûrement... Enfin, ça a sûrement accentué tout ce que j'ai vécu dans mes ressentis et tout ça. Et j'ai beaucoup de mal aussi avec le monde. J'ai beaucoup de mal à trouver ma place, à me sentir légitime, tout ça. Donc ça, c'est tout un travail que j'ai à faire sur moi. Mais voilà, qui vient pas que de la relation avec ma mère, évidemment. Il y a une part de moi-même où je suis comme ça, et toute une autre part, on m'a façonnée comme ça. Mais je dois me dire aujourd'hui que tout ça, c'est pas figé en fait. Il n'y a rien qui est figé. Demain, je peux être différente, je peux être toute autre chose, et on se construit tous les jours. Il y a tout qui bouge, il n'y a rien qui est figé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.